À travers cette vidéo, abordons le thème de la Troisième République avant 1914, un régime, un empire colonial. En débutant ce cours par le premier thème, la construction d'un régime stable sur les fondements des principes de 1789. Proclamée à la suite de la défaite militaire contre l'Allemagne en septembre 1870, la République naît dans un contexte de guerre civile avec la Commune de Paris. Face à des députés majoritairement monarchistes, le nouveau régime a du mal à s'imposer. Dans ce premier cours, nous allons donc nous demander quels sont les moments et actes fondateurs permettant l'ancrage de la République dans la société française. Pour commencer, nous allons voir que cet ancrage passe par la construction d'une nation républicaine. Par nation, on entend une communauté d'individus ayant une culture commune et la volonté de construire un avenir commun. Nous allons voir que l'acquisition de références collectives, symboles, monuments, fêtes nationales, éduquent les Français à la République et permettent la construction d'un État-nation. Le premier de ces symboles est la Marianne, coiffée d'un bonnet phrygien, d'une couronne ou d'un casque représentant la République. C'est l'un des symboles les plus populaires. Elle est apparue durant la Révolution française. Dans les années 1880, toutes les communes installent des bustes de Marianne dans les mairies et en particulier dans la salle des mariages. Elle apparaît aussi sur la monnaie utilisée quotidiennement. Le drapeau tricolore est une création de la Révolution. Il symbolise l'union du peuple et de l'État. Il est devenu officiellement le drapeau national en 1830, mais il fut plusieurs fois menacé. Le drapeau national est présent sur tous les monuments publics, au moins lors des journées de commémoration nationale. La fête nationale, le 14 juillet, est évidemment une référence à la prise de la Bastille de 1789. Il devient le jour de la Nation en 1880, première année où la fête nationale devint un jour férié. Elle est jour de fête au sens propre et donne lieu à des manifestations collectives et joyeuses dans toutes les communes de France. Très populaire, la fête nationale est un des éléments qui contribuèrent à l'unité nationale. Autre symbole, la devise nationale. Née durant la Révolution, la formule liberté, égalité, fraternité a connu plusieurs versions avant d'être inscrite dans la Constitution de 1848 comme principe de la République. À partir de 1880, elle est gravée sur les monuments publics et apparaît sur les monnaies françaises. Le coq gaulois est lui un symbole très ancien. Il est popularisé par le sport. La création de compétitions internationales renforce la cohésion de la nation. Pour finir, la Marseillaise est un chant de guerre d'avril 1792. Rendue populaire par des soldats venus de Marseille, elle change de nom après août 1792. Elle devint hymne national en 1795, puis de nouveau en 1887. La construction d'une nation républicaine française passe également par l'aménagement et l'unification du territoire. L'État va affirmer la République et l'idéal républicain dans les villes en érigeant des monuments publics et en créant des espaces de célébration, comme le Panthéon qui devient le temple de la nation. La capitale connaît à partir du milieu du XIXe siècle une profonde modification de son espace. Les grands travaux haussmanniens débutés sous Napoléon III sont repris sous la Troisième République. La ville s'articule alors autour de grandes avenues qui aboutissent à de larges places dotées de monuments décoratifs. L'État commande et fait donc installer des centaines d'œuvres architecturales et sculptées. Parmi ces œuvres, on compte la célèbre Tour Eiffel, réalisée à l'occasion de l'Exposition universelle à Paris en 1889 par Gustave Eiffel. Le développement des transports et des voies de communication comme les voies de chemin de fer participe également à l'unification du territoire en intégrant les zones enclavées et donc à l'unification de la nation. Animés par la volonté d'unifier la nation, les républicains font également évoluer le code de la nationalité. En effet, la loi de 1889 permet l'intégration automatique des étrangers nés en France dans la nationalité française. Elle applique le principe du droit du sol et non le strict principe du droit du sang. En 1927, la loi évolue encore. Elle permet de donner la nationalité à un étranger installé en France depuis 3 ans, au lieu des 10 ans prévus en 1889. On peut s'interroger sur les raisons qui ont conduit à cette conception ouverte de la nationalité française.
Elle répond en fait à plusieurs principes et spécificités de la population française à partir de 1850. En effet, en raison du contexte politique et économique européen, la France devient un pays d'immigration. En effet, la présence étrangère est multipliée par 8 entre 1851 et 1931. La part des étrangers dans la population française passe de moins de 1,5% en 1851 à 6,5% en 1931. Or, la République se veut égalitaire. Elle doit donc veiller à ce que les résidents bénéficient des mêmes droits, mais aussi soient soumis aux mêmes devoirs. Or, les étrangers et leurs enfants ne sont pas soumis au service militaire et échappent à certaines contributions fiscales. Intégrer les enfants d'étrangers permet donc à l'État d'exiger d'eux les mêmes devoirs qu'aux enfants de Français. L'unité de la nation républicaine française se fait également au travers de l'école et de l'armée. Depuis l'établissement de la nouvelle République, l'école a été érigée en pilier du système républicain. Ainsi, les lois Ferry de 1881-1882 rendent l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. L'école répond donc à 3 grands objectifs. Le premier, faire des Français, c'est-à-dire unifier la nation par l'enseignement du français contre l'usage des langues vernaculaires, de la géographie, de l'histoire par l'enseignement des grands hommes de la patrie. Elle doit aussi développer le patriotisme des jeunes enfants, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Elle doit également faire des républicains, c'est-à-dire enseigner une morale civique fondée sur le respect des libertés fondamentales et de l'idéal démocratique. Dernier objectif, elle doit promouvoir l'égalité. L'école doit être un vecteur de promotion sociale par le mérite. C'est en ce sens qu'elle est gratuite. Malgré tout, le lycée reste encore réservé à une élite. Le service militaire est également un élément important de l'unité de la nation. Avec la loi de 1905, le service militaire devient obligatoire et permet de réunir les jeunes hommes autour de la défense de la patrie. Ainsi, égaux devant la loi et réunis autour de l'État-nation français, les citoyens sont des acteurs de la vie démocratique française. Pour approfondir ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.